en direct avec Daniel Mermet. Et alors, je vais te dire un truc que je t'ai dit en arrivant, parce que moi je connaissais ta voix. Et la question c'est là-bas si j'y suis, ben là c'est Carmo pour le coup. Festival du film social et ouvrier. Ouais. Alors, t'es un garçon que j'ai suivi pendant longtemps, comme quoi j'étais discret, tu t'en es même pas aperçu tout ce temps. Oui. Là-bas si j'y suis, ça a été un de mes formations, ma formation intellectuelle. Tant mieux. On est passé de la radio à Internet, tu t'es retrouvé comme les proscrits. Pourquoi Pas proscrit du tout, au contraire, mais pas du tout. Pourquoi plus Inter, en fait, par exemple? Parce qu'on a fait ça, on a fait là-bas si j'y suis pendant 25 ans. Ouais. On m'a foutu à la porte, mais j'ai aucun grief. Ouais. D'autant plus qu'on a créé, maintenant on est depuis plus de 10 ans sur le net, ça se passe très bien, on est très heureux. Très 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 heureux, aucun regret. Parce qu'on a pu se développer en vidéo, en texte, et c'est toute une autre histoire qu'on aime beaucoup, on est très content. On n'a aucune nostalgie, si tu veux, de l'époque France Inter. Alors là, tu es venu présenter un documentaire sur Howard Zinn, le 2. Ouais. Alors, c'est pareil, moi j'ai connu, il y avait, fut un temps, je parle de longtemps en arrière, tu lisais le Monde Diplo, t'écoutais Inter, t'écoutais toi, tu vois, il y avait une espèce de suite logique, du coup tu lisais Howard Zinn, du coup, là, alors pourquoi Howard Zinn maintenant est toujours intéressant? Ce qui est formidable, si tu veux, c'est qu'on est passé d'Inter on est passé sur le net, il y a une partie du public qui nous a suivis, heureusement, parce que c'est eux qui ont financé cette installation sur le net. Et puis il y a tout un nouveau public. Mais il y a un public qui est resté d'avant, et qui est nostalgique d'avant, et qui est un public un peu rétif à tout ce qui est Internet, etc. Et alors, Howard Zinn, tu sais, là-bas, si j'y suis, c'est une histoire qui dure depuis 35 ans maintenant, hein. Bah oui, 89. Et Howard Zinn fait partie de tous presque les aventures dérivées. On a fait plusieurs films issus de là-bas si j'y suis. Il y a eu un gars a monté un spectacle chorégraphique d'après là-bas si j'y suis. Nous-mêmes, on a monté une pièce de théâtre à la Maison de la Culture d'Amiens qui s'appelle Mort la main qui te nourrit d'après les émissions. Moi, j'ai écrit deux bouquins, dont un qui a été un best-seller, toujours d'après là-bas si j'y suis. Enfin, et ainsi de suite. Il y a eu plein de choses comme ça qui ont continué. Là, il y a 3 jours, Antoine Chao, qui est un ancien de là-bas si j'y suis, et a monté un spectacle absolument magnifique qui s'appelle Radio Lapin. Il reprend la métaphore du lapin. Enfin, tu vois, il y a eu... oui, enfin de Howard Zinn, je raconterai ça si sur tu veux. l'historien, ouais. Oui. Et voilà, il y a eu plein de trucs. Donc, il y a eu... on voulait depuis très longtemps rencontrer Chomsky. C'était très difficile, il fallait attendre au moins 1 an pour avoir un rendez-vous. Finalement, on a eu ce fameux rendez-vous avec Chomsky. Donc on a foncé, et au dernier moment, on dit à Azam, qui était un copain, tu sais, on va là-bas, tu n'as pas envie de venir filmer et tout. Alors il n'avait pas les ronds pour venir, il avait une caméra un peu bricolée, il est venu, et il a tourné 7 ou ces 2 entretiens avec Chomsky, et d'après ça, on a fait un premier film qui a vachement bien marché. Voilà, on en a fait un second avec Chomsky, et ça nous a donné envie de rencontrer Howard Zinn, que j'avais rencontré avant, enfin bon, et on a tourné un grand entretien avec lui, qui nous a servi de colonne vertébrale à un premier film, qu'on a sorti en 2015, et la suite, c'est là qui sort ces jours-ci. Alors, deuxième partie. Le film, je l'avais vu sur le premier Zinn, je l'ai revu hier. Et pourquoi tant de temps entre les deux? Est-ce que c'est le même problème qu'avec Astier pour Kaamelott? Alors, je plaisante, mais tu vois, c'est
C'est un manque d'argent, c'est des droits Non, sur non, des non, archives, non, sur oui, des c'est archives. compliqué. Puis on avait, tu vois, on avait fait voilà, on va dire, oh là là, il faut qu'on... Nous, on avait un problème de fric. On avait un problème de fric, puis un peu de motivation, comme ça, en se promettant, il faut qu'on s'y mette, Il y a eu deux choses, c'est que on a relancé une souscription, qui a bien marché. Et puis, ce qui nous a décidé à travailler sur le second, reprendre le chantier du second, c'est l'élection de Trump. On s'est dit que là, vraiment, ça valait le coup, ça prenait du sens de montrer vraiment un contre-feu, quoi. Parce que Zine est quand même un contre-feu. Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est parce que il y avait une réunion de travail où j'étais sans intervenir, parce que c'est pas mon métier. Dire du mal de Trump, c'est donner la portée à n'importe qui. Mais faire comprendre par Zine quel est vraiment le danger de Trump, c'est autre chose. C'est montrer ce qu'on peut faire, nous. Le bouquin de Howard Zinn, qui est sorti en 1980, a été un succès fabuleux. Et selon la définition qui a été donnée de ce succès, 2 millions d'exemplaires vendus, c'est que ça a changé le regard des Américains sur eux-mêmes. C'est la formule de Chomsky. Voilà. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec Zinn et avec Agon, qui a publié la traduction française de l'histoire populaire des États-Unis, c'est contribuer à faire changer le regard des Français sur l'histoire des États-Unis. Voilà, c'est ça notre contribution. Montrer que l'Amérique, c'est pas ce que vous croyez, quoi. Il y a autre chose. Pas Pamela Anderson. Oui, non, mais c'est aussi ça. Mais il y a eu l'image qu'on a des États-Unis, c'est très. On est très colonisé par les États-Unis. Oui. Enfin, on sait tout ça, quoi. Dès le plan Marshall, parce qu'il y avait des accords de cinéma qui allaient avec. Oui, il y a eu tout un soft power très, très, très puissant par le charme, par la gentillesse. Mes sœurs racontaient comment à la Libération les GIs offraient des battes, soit du chewing-gum, etc. C'est vrai, ils étaient gentils, ils étaient beaux, et c'était nos vainqueurs. C'était pas les épouvantables soviétiques qui étaient là. Il y a eu tout ça. Donc il y a eu toutes ces images, et puis qui ont été entretenues, tu vois, avec la guerre froide. Enfin, on sait tout ça. Et donc là, Zinn raconte une autre histoire, mais de manière... Il s'adresse au grand public. C'est ça le talent de Howard Zinn, c'est qu'il cherche à s'adresser au grand public. Et nous aussi, voilà, on continue de... Alors, je suis heureux de t'avoir, parce que ce que j'aimais bien, c'est que c'était à la fois très, très nourri intellectuellement, mais que c'était pas... Enfin, moi j'étais à l'université, et le problème du langage universitaire, si j'ose dire, c'est imbitable. Oui. Non, mais là, c'est ça. Nous, c'est notre truc, si tu veux, c'est savant et populaire à la fois. Voilà. Savant et populaire. On a dit ça du jazz, la plus savante et la plus populaire des musiques. Lui, c'est pareil. C'est très savant et très populaire. C'est ce qu'est là-bas, si j'y suis. Puis pas seulement, on n'a pas le monopole de cette façon de travailler. Mais ça fait partie de ces approches-là. Moi, j'ai vu une espèce d'un moment donné, les sachants, qui avait la science en infusion, si on met trempé le sachant dans l'eau chaude, comme Yann ce matin McFly. Et alors qu'avant, mon rapport justement à la culture, ça a été par des gens comme toi, toujours, et donc ils m'ont toujours facilité l'accès. Et donc je me suis dit, c'est pas chiant, donc j'y vais, quoi, tu vois. Et on sent qu'il y a des limites qui ont été mises, genre nous on sait. Toi, si tu travailles un peu et que tu parles le même langage, tu vois, toi, tu n'as jamais jargonné, tu vois, par exemple. Non, mais nous, on est journalistes. Si tu veux, on n'est pas universitaire. L'essentiel de notre boulot, c'est, et surtout c'était, disons, le reportage. Parce notre truc, c'est d'éprouver avant de prouver. On éprouve avant de prouver. C'est notre genre de journaliste, qui est un genre de reportage. On y va physiquement, on éprouve les choses physiquement, et
Et d'abord, c'est un peu moins vrai maintenant, mais pour des raisons toutes simples de budget, on ne pouvait pas faire que ça. Il fallait aussi qu'on fasse des émissions un peu plus faciles, avec, comme tout le monde, j'appelle ça, je rappelle le titre de votre livre, j'en parlais à l'instant, c'est-à-dire faire venir des gens qui ont un livre à vendre, qui sont des formes beaucoup plus faciles, mais le budget ne nous permettait pas de faire un reportage par jour. Donc on a développé des rencontres avec des intellos comme ça. Bon, ça a été l'occasion de faire des émissions avec... mais il y a même des intellos sympas. Avec Lordon, avec Ben Saïd, avec Badiou, etc., avec Hazan, et donc cette émission avec Zine. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on l'a rencontré, voilà, et ensuite on a fait ce boulot, et on continue. Ça, c'est la deuxième partie. Et il y aura une troisième partie qui sera plus axée sur la guerre du Pacifique. Enfin, là, ça va être plus difficile parce que les Français sont pas très... on a vu les têtes brûlées, ça devrait nous intéresser. Oui. Alors, voilà. L'idée, c'est... il y a une troisième partie en préparation. Est-ce que tout sera fait en IA? Un IA. On n'est pas... Avec un Daniel de synthèse. Tu sais, sur ChatGPT, on a rigolé quand ChatGPT est arrivé. Et pour travailler sur ce deuxième film-là, en fait, Olivier Azam, qui est beaucoup plus malin que moi au point de vue technique, a mis toutes nos archives sur ChatGPT, et tous les bouquins de Zine sont sur ChatGPT. Si bien que maintenant, quand on a travaillé sur ce film, quand on cherchait le moindre petit truc, une date, une référence, etc., on interrogeait ChatGPT. Et ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Faire gaffe. Hein. Donc c'est hallucinant. Hein. On a des réponses extrêmement rapides. Et ça nous permet de... Voilà, on crache pas du tout sur ces... L'IA, je ne sais pas ce que ça va donner. Il ne faut pas que ça devienne une prothèse, c'est toujours une ligne de crête. Oui. Je me souviens quand la vidéo est arrivée, il y a très longtemps, il y avait des copains qui faisaient du cinéma, ils disaient jamais on utilisera la vidéo, quoi, tu vois. Il y a toujours les rétifs. À chaque innovation technique comme ça, tu as les mêmes réactions. Tu as ceux qui s'emballent en disant ça y est, c'est le Graal, et d'autres qui sont réticents, qui réagissent, qui freinent. Voilà, c'est quand la radio est arrivée, imagine la folie que ça a été. L'opposition à la radio. Quand tout d'un coup, tu avais des informations qui arrivaient de façon immatérielle. J'ai vu l'histoire sur le train, quand on a découvert le train, il passait tel kilomètre, enfin le corps explose, enfin des trucs... Oui, alors là, si tu veux qu'on parle de ça, j'ai travaillé sur le premier texte de Victor Hugo qui prend le train. Il a écrit une lettre à sa femme après avoir pris le train entre Anvers et Bruxelles, je crois. Et il écrit, alors là c'est écrit, il écrit à au fil de la plume, quoi. Il raconte à sa femme ce que ça lui a fait et ce que ça fait le train. Des vitesses hallucinantes. Alors, on fait tant de lieues à l'heure, nous on a calculé, ça faisait 50, 60 à l'heure, quoi. Et alors le paysage change complètement. La vision que nous avons de la nature change complètement. Un champ de blé devient très jaune, des coquelicots deviennent des traits, des taches, etc. C'est-à-dire que en 1825, Victor Hugo pressent l'impressionnisme dans ce voyage en chemin de fer. Le chemin de fer va modifier complètement la vision. Tu ne peux pas expliquer l'impressionnisme sans le chemin de fer. Et Victor Hugo, alors il est ravi, enchanté, effrayé, surpris de l'apparition du chemin de fer, mais alors il regrette que les locomotives soient si laides et que les trains soient si laids, et il trouve que
c'est tellement extraordinaire, c'est comme ces animaux qui respirent et qui fument, etc. Il aurait fallu leur donner des formes de dragons, des formes, et que tout ça est trop rectiligne, et que il y a trop la sécheresse de l'imagination des ingénieurs. Et donc là aussi, il pressent l'art nouveau. C'est ça qui va arriver après dans la révolution industrielle, c'est les artistes qui viendront. Enfin voilà. Mais pour dire que et là, quand le chemin de fer arrive, 1825, la première ligne de Paris à Saint-Germain, les gens sont fous. Là, il y a une abondance de passagers extraordinaire. Et en 1850, par là, les lignes de chemin de fer commencent à s'installer. Il te fallait, dans le premier quart du 19e siècle, il te fallait 8 jours pour aller de Paris à Strasbourg, ou de Paris à Bordeaux, en diligence, etc. Et avec le chemin de fer, il va falloir une journée. Ah oui, c'est quand même... Donc la vie change complètement pour le commerce, pour les échanges, pour j'allais dire l'imaginaire militaire, etc. Donc c'est des bouleversements extraordinaires. Et on a les mêmes réticences. Ah oui, voilà, mais en fait, les gens, nous, on était arrivés, j'ai passé Le Prince à un ami, donc le livre de Machiavel, il me dit, il n'invente rien. Je lui dis, oui, mais il a écrit en 1510. C'est-à-dire qu'il avait baigné dans Le Prince sans le savoir. Et quand il dit France, oui, bon, ça va, quoi. Et donc, l'idée aussi... Bon, on sort de notre sujet, là. Oui. Je t'emmène sur Victor Hugo. Vas-y, non, alors. mais moi, ça ne me dérange pas. Alors, on va revenir à Howard Zinn, à Donald Trump. Je voulais te poser cette question-là. Alors, c'est une question qui m'est arrivée il y a longtemps, en 2006. On m'amène un gars qui s'appelle Emmanuel Weiss à la radio, qui amène un livre, on s'en fout, d'ailleurs le titre de son livre, enfin bref. Et j'écoute le gars et je me dis, mais c'est quoi être de gauche? Je lui demande, c'est quoi être de gauche? Alors, ça fait longtemps, parce que moi, être de gauche, c'était un peu penser comme toi, puis tous les personnes qu'on a citées, je pense à Pierre Carl qu'on a croisé hier. C'est quoi être de gauche, Daniel? Oh, pour moi, c'est pas compliqué, hein. Ah, bah tiens, ça tombe bien. C'est pas... Oui, c'est être de gauche. Oui. Moi, je suis de gauche. Non, mais moi, oui, non, mais moi, je suis de gauche parce que je suis tombé dans étant petit. Je l'ai dit dans un entretien, je suis ethniquement rouge. Ouais. Je suis né dans la banlieue rouge. Ouais. D'une famille de 8 enfants, des prolos. Communiste, pas socialiste. Non, mes parents n'étaient pas communistes. Ma mère était catho, mais catho très... Oui, très... ça existait. Bien sûr. Les catholiques mais sociaux, tous les gens autour de chez moi étaient cocos, etc. Donc j'ai été influencé par tous ces gens-là. Et pour qui je garde une tendresse et puis des reconnaissances infinies. Donc, si tu veux, c'est ethnique, comme d'autres sont bretons, moi je suis rouge, voilà. Je jamais... On t'a fait lire Marx, enfant? Non, pas du tout. Non. Si, j'ai lu, mais... Ouais, mais après... Si tu veux, j'ai jamais été... j'ai failli, j'ai été... j'ai toujours été... C'est un monde, c'est une façon d'être, de penser, voilà. Mais je n'ai pas un engagement, puis un désengagement. Bien sûr qu'on est comme ça, quoi. On ne peut pas faire autrement. Quand on est né là et qu'on a grandi là, dans un monde ouvrier, dans un monde vachement dur après la guerre, on ne peut pas faire autrement que d'être de gauche. Puis voilà, quoi. Puis ça continue. Mais c'est pas une... Je m'en fous d'une définition. Comment on devient Daniel Mermet, comme dirait Howard? Comment on devient n'importe qui. Non, mais tu as fait des études, tu n'en as pas fait, t'étais comme Lucchini, garçon coiffeur, après tu as fait du cinéma, je sais pas. Non, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, je te dis, j'ai grandi dans un milieu, une époque vachement dure, après la guerre. Après... dans la banlieue de Paris. La banlieue rouge, on disait, les gens savent plus ce que c'est que la banlieue rouge. Oui, voilà, après... Bon, on est 8 enfants, quoi, tu vois, et nos parents, nos chers parents se sont donné un mal fou. La devise de ma mère, c'était s'en sortir, on va s'en sortir. Il faut s'en sortir, et on s'en est tous sortis. Les bibômes s'en sont sortis. Ouais. T'as psy, avocat, ingénieur, etc. Ils sont tous démerdés, ils sont tous... voilà. Et donc, moi, dans le truc, j'ai fait des études d'art. Je suis plasticien, je suis rentré aux arts appliqués, aux beaux-arts, et puis voilà.
Et je suis un bricolo, je suis un intello bricolo. Pourquoi t'es pas devenu artiste au sens classique, c'est-à-dire la peinture? Enfin, t'en as peut-être fait, je dis ça. Oui. Moi, oui. je te connais comme journaliste. Alors, Ah non, moi je suis plasticien. Ouais. Mais bon, j'ai fait autre chose. Alors, comment t'es arrivé au journaliste? Écoute, voilà, qu'est-ce que je vais te faire? Je vais faire courte, je vais te la faire courte. Après les arts, les beaux-arts, j'ai fait beaucoup de boulot dans le dessin. J'ai fait des dessins pour les textiles. J'ai travaillé pour des journaux, services de décoration de certains journaux. J'ai travaillé dans des bureaux de stylisme. Ouais. Après, j'ai coupé avec ça. J'ai dessiné des jouets. Ouais. J'ai fabriqué des jouets en bois. Ensuite, on a arrêté tout ça avec les copains et on a fait du théâtre. On a monté une troupe de théâtre qui s'appelait le Théâtre de la Table qui recule, qui a duré pendant 4 ans. Ouais. On a joué à Avignon, etc. C'était une autre aventure. Il y a des traces de ça, vidéo? Non, vidéo, non. À l'époque. Sonore, allez, on est fou, sonore. Bof, non. Des rouleaux, tu sais. Non, il y a des photos. Voilà. Et puis ensuite, à cause de ça, je suis rentré à France Culture en 1976. Ouais. Et après, j'ai fait tout mon parcours à Radio France. Ouais. D'abord à France Culture et ensuite sur France Inter. Voilà. En faisant des tas d'émissions différentes. Et puis en 89, je commence avec Là-bas si j'y suis. Puis voilà en gros l'histoire. Et surtout l'aventure de Là-bas si j'y suis qui a été géniale. Oui. Ouais. Alors les gens se rendent pas compte parce que c'était une période où il n'y avait pas tant de médias que ça. Maintenant, chacun a un téléphone et potentiellement émetteur. Oui. Aujourd'hui, tout le monde parle, personne n'écoute. Voilà. Tu sais, il y a eu un mouvement qui a été ne critiquez pas le média, soyez le média. Ouais. Alors tout le monde est devenu le média, tout le monde fait. Ça, non, c'est après. Et tout le monde produit son média à cause de ce qu'on est en train de faire là. Il y a une facilité formidable d'utilisation des outils. Oui, puis... Et donc tout le monde se met à faire son truc, sa radio, son podcast, etc. Bon, voilà, c'est un phénomène actuel. Ouais. Ça va redescendre à ton avis? C'est comme une... Je sais pas du tout. Au bout d'un moment, les gens se fatiguent même d'essayer de parler d'eux-mêmes. C'est devenu très narcissique. Ouais. Chacun veut faire son truc, veut la ramener. Pourquoi pas, après tout, sans trop se soucier ni du travail sur les sources, ni de la rigueur. Là-bas, si j'y suis, c'est très très rigoureux au point de vue journalistique. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre, mais les faits sont sacrés. Aujourd'hui, voilà, la critique que je ferais, c'est que les gens s'emmerdent plus avec les faits, avec les précisions, et s'embarquent sur des commentaires. Mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Chacun a sa petite. Voilà. Il y a beaucoup de nombrilisme là-dedans, beaucoup de moi-je, beaucoup de petites souffrances, de petites douleurs. Enfin, un ongle cassé, ça fait très mal. Oui, c'est ça. Les gens ne se rendent pas compte. On parle de gazage, sérieusement. Moi, je me suis cassé l'ongle il n'y a pas longtemps. Oui, tu souffres. J'ai vécu un drame. Sur Gaza, il y a eu un truc très beau, là. C'est une équipe de foot palestinienne qui est venue jouer au Pays Basque. Ouais. Et la rencontre entre les Basques et les Palestiniens qui sont venus jouer, c'était à Guernica. Ah oui. C'est-à-dire que les gars, ils font un rapprochement entre Guernica et Gaza. Et j'avais fait un texte là-dessus pour dire que c'était Guernica tous les jours, Gaza. Et là, il y a un lien entre les Basques et qui comprennent parfaitement ce que c'est que ce genre de lutte. Et je ne savais pas qu'il y avait un tel lien entre les Basques et les Palestiniens, de même entre les Irlandais et les Palestiniens, etc. Enfin, ça fait partie des trucs... Est-ce que, si j'ose dire, une rapide petite question sur... j'ai connu la Palestine, si j'ose dire, à l'époque d'Arafat. Maintenant, c'est le Hamas. Est-ce que c'est toujours le même peuple, mais la manière de traiter le sujet, est-ce qu'on peut traiter le sujet comme à l'époque d'Arafat,
avec le Hamas comme ça? C'est une question que je me pose, hein, vraiment, parce que justement, c'est peut-être Nous, pas... il faut être très modeste par rapport à ce sujet-là. Il faut être très modeste par rapport à ce sujet-là. Nous, on a fait beaucoup, on a fait des premiers reportages là-bas en 92, et on n'a pas cessé de... Enfin, on a fait plusieurs séries de reportages en Israël et à Gaza. Oui, les choses ont changé. Mais enfin, le fond de la cause est la même. La colonisation, enfin, on connaît maintenant ça a pris un tour particulièrement tragique actuellement, quoi. Ça a toujours été tragique. Peut-être qu'ils ne sont pas faits pour le bonheur, après tout. Oh, je pense qu'ils sont un peu à dire ça. Je plaisante, évidemment. Ouais. C'est un sujet énorme. On nous reproche de pas, on nous reproche de trop. Nous, on a fait depuis le 7 octobre, on a fait plus de 200 sujets. Ah oui, quand même. Ouais. Ça vaut la peine. Bah, ça vaut la peine. Non, mais faut bien le c'est traiter, justement. Il faut dire que alors on dit oui, quand même, on en fait beaucoup. Il y a d'autres sujets qui mériteraient, pas le Soudan, Oui, voilà. le Kivu, on était. Le Soudan, je fais des reportages, mais qui étaient bien avant le conflit actuel. Mais c'est vrai que on peut dire, mais pourquoi vous vous enquêtez sur ce sujet-là? Est-ce que c'est la En fait, des croisades? Ben voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les spécialistes de ces régions-là s'aperçoivent qu'il y a 50% de l'humanité qui a un lien historique, culturel, affectif, etc., avec Jérusalem. Ouais. Là, il y a un truc qui est très... J'ai trouvé un tube planétaire qui s'appelle Jérusalem, et qui a été... c'était une chanson d'un groupe d'Afrique du Sud, dans une langue d'Afrique du Sud, je ne sais pas laquelle. Un des dialectes. Oui, enfin, une des langues, on va dire, qui est un tube planétaire. Ouais. Planétaire. Tous les gosses dansent sur cette chanson, Jérusalem. Ouais. Et ça dit Jérusalem, ne me laisse pas, j'arrive, etc., je te retrouverai. C'est la Jérusalem céleste. Oui, voilà. En Afrique du Sud, on vise Jérusalem. C'est mythique, c'est la Jérusalem biblique. Donc c'est dire la puissance d'attraction et de référence de cette région du monde pour une grande partie du monde. Et donc, comment parler de la Palestine, tu vois, c'est quand même un truc... Si t'arrives à parler de la Palestine, ça te donne une clé générale, universelle, si j'ose dire, pour parler... Comment on met en place un dispositif pour parler sérieusement d'un sujet, fondamentalement. Oui. C'est ça. Oui. Le problème, c'est pas cette guerre-là, c'est que cette guerre-là, pour les raisons qu'on vient d'exposer, on se sent lié. Il faut, Et toi, tu te sens lié par ça? Parce que moi, par exemple, j'ai de la famille enterrée en Palestine. On appelle ça des croisés. Mais voilà, tu vois, à un moment donné, toi, tu t'es senti lié au-delà du moment où on arrive avec les années 70, etc., en tant que prolo de la banlieue rouge, en tant que peuple. Non, mais en tant que journaliste, non, c'est évidemment un sujet qui est passionnant, parce que c'est un sujet, voilà, pour nous. On essaye tu sais, c'est toujours pareil, parce que je te dis, on essaye de comprendre et faire comprendre. On est des espèces de petits profs aussi, hein. On essaye de comprendre et faire comprendre. Et notre manière, nous, de comprendre, nous, on est des reporters. C'est par le terrain, par les contacts avec les gens, plus que par les... Voilà, et on a toujours essayé d'aller physiquement avec plutôt les gens ordinaires, comme on dit, plutôt que les intellos, encore que, et essayer essayer de faire comprendre. Mais le cas de ce sujet-là est très complexe et s'étend sur le temps long. Par exemple, là, on travaille sur on insiste, c'est un peu hors sujet, mais on insiste sur
le proto-sionisme. Le sionisme est une invention de Herzl. Oui, mais bien avant, diable. bien avant, oui, mais bien avant, les protestants européens, puis américains, élaborent l'idée qu'il faut que tous les juifs rejoignent la Terre Sainte, Ouais. et lorsqu'ils auront tous rejoint la Terre Sainte, le Messie reviendra, il y aura un grand moment de conflit où les Juifs auront à choisir, une fois que le Messie sera revenu, entre se convertir ou disparaître. C'est-à-dire qu'il y a un proto-sionisme qui est parfaitement antisémite. Ouais. Herzl en a fait un peu autre chose, mais ce proto-sionisme-là, il est toujours présent. Il était présent dans l'esprit de Balfour en 1917, au moment de la signature, enfin, la promesse. Balfour, donc le Britannique. C'est ça, ouais. la promesse d'un foyer. Balfour avait ça en tête. C'était un protestant de cet acabit. Ouais. Et aujourd'hui, les évangélistes américains, qui sont 80 millions, sont très influents et tiennent complètement. Tous les présidents américains dépendent de ce courant religieux qui est les chrétiens sionistes. Sont très, voilà, ça c'est une dimension. C'est une dimension qu'il faut avoir présente à l'esprit pour comprendre ce conflit. Il faut aussi comprendre que entre les États-Unis et le sionisme, on a la même démarche Le peuple élu, la destinée manifeste. Voilà, c'est ça, et c'est la même chose. C'est la terre promise, on est des pèlerins, on est un peuple élu, et on vient sur une terre sans peuple. S'il y a du peuple, on va les massacrer, on va les virer. Non, mais ils n'existent pas, parce qu'ils ne sont pas humains. Oui, mais donc on est... enfin, il y a toutes ces analogies, on met du temps pour comprendre tout ça. Ouais. C'est pas 2-3 trucs. Donc, on peut essayer de faire comprendre ça autant qu'on peut aux auditeurs. Mais il y a plein d'acouphènes, mais comme dans toute information, si tu veux. Avant, il y avait moins d'acouphènes. Si tu veux, à un moment donné, tu choisissais un camp, si j'ose dire, et il n'y avait pas autant d'acouphènes. Le problème maintenant, c'est la dilution. On parlait hier avec Pauline du problème de la diffusion des films qui sont très intéressants des deux rives, puisque tu es distribué par les deux rives. Jacques Choucroune, si tu m'entends, bonjour. Tu vois, et ce qui est intéressant, c'est qu'on continue de t'écouter. Et est-ce qu'il y a des jeunes qui, comme moi, maintenant... bien sûr. Moi, c'est vraiment une angoisse pour moi, si tu veux. Oui, enfin... Les événements culturels auxquels j'assiste à Perpignan, je suis le plus jeune. Je commence à me faire vieux, si j'ose dire. Les cultures changent. Je pense que le niveau culturel général est bien plus élevé que dans ma jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les jeunes que je peux connaître, c'est-à-dire mes petites filles, seraient maoïstes. Il fallait vraiment être con pour être maoïste. Il fallait vraiment ignorer tout ce qui se passait pour être maoïste. Aujourd'hui, les jeunes notamment, sont beaucoup mieux informés que nous l'étions. Le niveau culturel est plus élevé que moi. Je suis assez confiant dans cette... il y a plein de trucs que font les... Autant que je sache, je suis tout à fait confiant. Et puis moi, je parle de... Enfin, c'est un peu hors sujet, mais moi, je fais confiance à ce que j'appelle la génération Gaza, qui est en train de comprendre plein de trucs et qui est porteuse de transformation, à mon avis. Alors, dernière petite pastille, il paraît que les attachés de presse de Ruffin et que quand il fait une bêtise, on vient de dire mais il a dit ça, est-ce que c'est de ta faute? Mais non, Puisqu'il a débuté à la Bastille, j'y suis. Il n'a pas débuté. Il avait débuté avant. Ouais. Il a bossé 7 ans avec nous, il était excellent reporter, excellent journaliste, excellent copain.
Voilà, c'est dans la base où j'y suis qu'on a eu l'idée, eu l'idée de Merci Patron, c'est là que c'est né, hein. Ah oui. L'histoire, bah oui, quand même. Voilà, mais il en a fait le film concept, très bien. Et puis voilà, mais on suit son travail affectueusement. Ouais. Mais, parce qu'on a eu Gilles Perret qui plein de fois qui est venu ici. Ah, c'est un bon gars, Gilles Perret, c'est des bons gars, tout ça. Oui, très bien. Non, mais moi j'ai pas de compte à rendre sur les voilà. Non, mais c'est pour non, il faut que tu te justifies de ce que dit Ruffin, je m'en fous complètement. C'est pas mes oignons. Il suit son parcours politique avec la stratégie d'un garçon qui veut gagner politiquement. Pour moi, c'est tellement incompréhensible. J'ai pas du tout le logiciel, la stratégie politique avec ce que ça comporte. Voilà. Mais si vous voulez savoir si je vote Ruffin ou pas, je ne répondrai pas. Même pas. Alors, on va rappeler le film Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis 2. Voilà. En revanche, alors plus d'action évidemment hein, pour les élèves de Pauline. Comme ça, ils n'auront pas besoin de le voir en x2. On peut donc la prochaine projection du coup, parce que ça vient d'être monté, nous on a vu le montage final. Toutes les dates sont sur le site des films. Alors, le film des deux rives, est-ce que Pauline, puisque tu es là, tu parles sans t'émouvoir, comme disait l'autre, tu peux nous dire si tu veux où on le trouve. Allez. Toutes les dates d'avant-première sont sur le site www.filmdesdeuxrives.com. Il y a pas mal d'avant-premières en présence de l'équipe là sur novembre, décembre et janvier, et sortie nationale à partir du 28 janvier dans toutes les bonnes salles de cinéma de France. Voilà, merci. Là-bas, si j'y suis, c'est sur le net. Abonnez-vous, faites des dons et profitez de tout ce que nous produisons quotidiennement. Et là, on vient d'ouvrir une boutique. Ah, la boutique de là-bas, si j'y suis. Comme la casquette, là, avec Daniel Merveilleux. Voilà. On vient de l'ouvrir. La boutique de là-bas, si j'y suis, vient d'ouvrir. Vous pouvez acheter des affiches, vous pouvez acheter des sacs. Et ouais, c'est une façon de nous soutenir. Des goodies, comme on dit en portugais. Voilà. Ok. Merci à toi. Merci.